Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre vidéo. Nous vous avions dit à la dernière vidéo qui était la vidéo 4, on vous avait parlé d'un bonus. Alors nous voilà aujourd'hui pour vous présenter ce bonus. Alors bien sûr, je suis avec Joël. Alors bonjour Joël. Bonjour Guy. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va comme d'habitude. Ça va bien? Très Super. bien. Écoute, il fait super beau. C'est merveilleux. Alors, le soleil est magnifique, donc c'est super agréable. Donc, à cette période de l'année, c'est toujours agréable d'avoir un beau soleil. Donc, aujourd'hui, juste un petit rappel pour les gens qui prennent la 5e vidéo comme ça, en route. On avait vu donc la première vidéo, qu'est-ce qu'était le neurofeedback. Donc, on avait vu également l'historique du neurofeedback. La deuxième vidéo, c'était la différence entre le biofeedback et le neurofeedback. La troisième vidéo, c'était dans le fond à qui s'adresse le neurofeedback au niveau des professionnels, donc au niveau des différents professionnels, que ce soit de la santé, de l'éducation ou de l'accompagnement. Donc, on mentionnait les professionnels du moins susceptibles d'être intéressés par le neurofeedback. Et bien sûr, dans cette troisième vidéo, on avait vu également tous les troubles, donc les problématiques que les gens peuvent se faire aider avec le neurofeedback. Et la 4e vidéo, on a vu l'évaluation et bien sûr une séance d'entraînement. Alors, c'est magnifique, on vous avait parlé bien sûr donc de ce bonus. Alors, le bonus aujourd'hui qu'on tenait, vraiment, tous les deux, et bien sûr Brandon, notre collègue qui n'est pas présent aujourd'hui, mais après avoir discuté de ces 4 vidéos, on s'est dit, ça serait peut-être important parce que c'est indispensable dans l'approche du neurofeedback, du moins celui que l'on présente. Alors, Joël, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que l'accompagnement, est-ce que le coaching est important durant la période d'entraînement en neurofeedback? Oui, l'accompagnement est vraiment indissociable du neurofeedback. Parler de neurofeedback sans parler d'accompagnement et d'accompagnement actif de la séance d'entraînement, c'est rester dans une pensée magique qu'une machine peut tout faire toute seule. Comme vous l'avez compris à travers les quelques vidéos que nous avons faites, la méthode de neurofeedback repose bien sûr sur un principe de base de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Effectivement, lorsque on montre l'activité cérébrale de quelqu'un grâce à un électroencéphalogramme, c'est-à-dire en direct, qu'il puisse objectiver son activité cérébrale sur un écran d'ordinateur, et qu'en même temps, on arrive à lui donner une récompense quand l'activité cérébrale se fait de la bonne façon, ou retirer la récompense quand cette activité cérébrale ne se fait pas de la bonne façon, il va donc être soumis au conditionnement opérant, c'est-à-dire basé sur la récompense. Donc, c'est le principe même de la méthode de neurofeedback, c'est la base. Mais il ne faut pas voir le neurofeedback uniquement comme totalement réduit à cette base de l'apprentissage. On sait que les mécanismes de l'apprentissage sont complexes et que bien sûr, il faut commencer par rendre conscient ce qui n'est pas conscient, donc ce qui est automatisé. Si on veut pouvoir développer de nouveaux apprentissages, il faut réautomatiser certains mécanismes qui sont déjà mal automatisés. Et donc, c'est un mécanisme complexe. Et pour que ce mécanisme soit global et total, et bien sûr progressif, il faut absolument que lorsqu'il y a une séance de neurofeedback, ce conditionnement opérant soit relayé, amplifié, bonifié par le rôle du coach, de l'accompagnateur, qui va donc, au fil des séances, faire évoluer cette nouvelle capacité qui est donnée par de nouveaux réseaux neuronaux qui sont utilisés, et de façon à ce que son client puisse de plus en plus intégrer dans sa vie quotidienne ces nouvelles données de son cerveau et qu'il puisse à partir de là développer des compétences. Donc on le voit, c'est un mécanisme complexe et dont
on va dire, les modifications au fil des séances sont assez subtiles. On va quand même les détailler de façon à ce qu'elles soient bien explicites pour chacun de nous tous. Alors, bien sûr, on ne va pas revenir sur l'évaluation. On ne peut rien faire en neurofeedback si on ne fait pas une évaluation. Et aujourd'hui, c'est ce qui a révolutionné quelque part le neurofeedback dit traditionnel. Aujourd'hui, le neurofeedback est beaucoup plus moderne qu'on pouvait bien sûr le prétendre il y a 20 ou 30 ans. Grâce à quoi? Grâce surtout à cet entraînement au score Z, qui est donc de pouvoir comparer l'activité cérébrale de quelqu'un à une base de données normative. C'est ce qu'on appelle le EEG quantitatif que nous avons vu en détail. Et donc, cette donnée-là est assez récente, ça fait quand même depuis simplement les années 2000. Et en même temps que s'est développé cet entraînement au score Z, grâce à ces bases de données normatives, certains neuropraticiens ou neurothérapeutes qui faisaient du neurofeedback traditionnel n'ont pas suivi cette évolution de la modernité et ont préféré plutôt rester dans ce conditionnement opérant en proposant des logiciels basés sur des théories, comme la théorie dynamique non linéaire, comme la théorie justement quantique, comme la théorie des fréquences ultra-lentes. Or, toutes ces théories d'ailleurs n'ont jamais fait preuve à travers la recherche de leur application sur l'homme, donc il reste quand même un grand doute sur la validité de ces applications, même si la théorie qui les supporte est juste. Et deuxièmement, donc, tous ces praticiens, ces concepteurs de logiciels n'ont pas su évoluer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la grande évolution qu'on note dans le neurofeedback, grâce justement à l'utilisation de ces bases de données et grâce aussi à des meilleurs traitements statistiques de l'information donnée par le EEG quantitatif qui permet notamment de faire de la localisation de sources et bien d'autres possibilités de mieux connaître les profondeurs de notre cerveau. C'est très intéressant et ça me fait penser, pendant que tu expliquais ça, Joël, tu sais, bon, pour les gens qui nous suivent, si demain matin, on fait un programme d'entraînement physique, donc un entraînement dans une salle de gym et on ne sait même pas comment mesurer là où on démarre et personnaliser un programme en fonction de là où on démarre, mais on va justement aller vers un entraîneur compétent qui va nous faire une évaluation qualitative. Et bien sûr, il va nous suivre, il va nous proposer un programme adapté en fonction de notre condition. La beauté du neurofeedback que l'on présente, et ce que tu viens d'expliquer, l'accompagnateur, donc le coach, est indispensable justement pour venir après, on va dire, des essais d'entraînement de 3 à 5 minutes. Donc, l'entraîneur va venir justement faire prendre conscience davantage à la personne au feedback qu'il a reçu pour pouvoir justement transférer ça dans son quotidien. C'est son rôle également. Oui, c'est ça. Ça va se faire progressivement au fil des séances. Il est certain que pendant les quelques premières séances, c'est surtout une habituation au paradigme qui se fait, parce que bien sûr, il faut que le cerveau s'habitue. Et on le sait très très bien, dans le conditionnement opérant, il y a des lois, et une des lois, c'est que plus on va recevoir la récompense, plus le cerveau va être prêt à recevoir la récompense et plus il va bien sûr la recevoir. Et plus il va la recevoir par phénomène de répétition, eh bien, il va déjà y avoir un premier travail qui n'est pas conscient de la part de la personne, mais qui se fait grâce à ce mécanisme de la récompense. Et tu as entièrement raison de souligner qu'il y a un moment où, que ce soit le coach, que ce soit la personne qui s'entraîne, il y a une adéquation, une entente qui se fait où, par exemple, le sujet qui est entraîné se rend compte qu'il reçoit beaucoup plus la récompense quand il est dans un état mental particulier, c'est-à-dire celui qu'on lui demande, c'est-à-dire celui de la performance à la tâche, c'est-à-dire d'être attentif sur ce qu'il fait, d'être calme sur le plan moteur, de ne pas laisser son esprit vagabonder ou ruminer ou partir, donc d'être bien dans l'instant présent. Et à partir de cette prise de conscience de cet état,
il va se rendre compte que c'est là où son cerveau est le plus récompensé. Et ça, c'est le début justement d'une participation consciente et volontaire du sujet qui s'intrique avec cet effet sous-conscient et automatisé, bien sûr, du conditionnement opérant, qui va permettre lentement d'obtenir ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire la régulation de l'activité cérébrale dans les réseaux neuronaux et au site que l'on a détecté lors de l'évaluation et les bandes de fréquences. Ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le premier protocole, c'est donc la phase de normalisation qui se déroule entre 12 et 14 ou 15 séances. Donc, si je comprends bien, le neurofeedback que l'on propose n'est pas un neurofeedback pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, où on arrive, on se fait poser les électrodes et on s'installe dans une chaise longue et on écoute une musique ou un film pendant 50 minutes et finalement, il n'y a jamais de rétroaction. Donc, ce n'est pas ce genre de neurofeedback. C'est vraiment un neurofeedback où l'accompagnateur va pouvoir guider, faire prendre conscience à la personne, justement, si, comme tu disais tout à l'heure, elle part dans ses pensées, ou bien elle fait des ruminations, ou bien elle est en train de partir parce qu'elle n'a pas conscience, la personne, quand que, justement, elle n'est pas concentrée à la tâche. Alors donc, elle va avoir, comme tu dis, moins de rétroaction, moins de feedback. Donc, le coach, c'est son rôle de pouvoir, justement, l'aider à faire prendre conscience de ce qui se passe par rapport à la quantité de feedback reçu ou pas reçu. Il faut avouer qu'il y a encore beaucoup de difficultés, même parmi les gens qui font du neurofeedback, de comprendre cette vision globale de l'apprentissage humain. Il y a encore beaucoup de personnes qui font du neurofeedback qui se sont tournées vers des systèmes automatisés par incompréhension de cette intégration de l'information nouvelle et comment elle doit être captée in fine de toute façon par nos sens, nos centres de la décision et qui, au bout du compte, fait qu'on change un comportement volontaire. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait encore des systèmes automatisés qui se vendent de cette façon-là un peu partout dans le monde, par le monde. Nous, au Canada, on a, par exemple, côtoyé beaucoup de gens qui font, quelques personnes plutôt, pas énormément, mais suffisamment pour comprendre qu'il y en a même qui entraînent avec un système qui s'appelle Loretta, en entraînant 200 sites à la fois. Oui, on est dans du conditionnement classique, du conditionnement opérant de base, mais il est bien difficile à ce moment-là, justement, en ne s'arrêtant qu'à ce conditionnement classique, de pouvoir passer à une transformation durable jusqu'à ce que la personne, justement, puisse développer des nouvelles compétences. Alors, c'est tout ce parcours du neurofeedback qui, bien sûr, est un parcours qui est relativement ardu et long. Il faut rester motivé. Et bien entendu, nous aimerions tous avoir une machine magique qui, en 5-10 séances, reprogrammerait ou rebooterait le cerveau à zéro. Là, ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas possible. L'être humain a besoin, justement, de façon à pouvoir à provoquer un changement dans ses comportements, d'apprendre. Et pour apprendre, eh bien, ça prend justement non seulement la participation d'un bon professeur, mais ça demande aussi du temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, dans le processus d'accompagnement du neurofeedback, il y a plusieurs étapes. La première étape, comme on vient de le dire, c'est donc la normalisation. La deuxième, et pas la moindre, et justement, c'est bien pour ça que c'est pas si simple, de développer chez un enfant de la métacognition, de développer de l'introspection, etc., etc. Tout ce qui va faire à la maturité, en fait, de la personne, et chez l'adulte aussi. Eh bien, dans la deuxième partie du programme de neurofeedback, on va faire ce qu'on appelle, c'est une période de généralisation, c'est-à-dire comment on peut transférer ce qui est acquis justement par le conditionnement opérant dans le cadre du lieu où on fait cet entraînement avec les électrodes sur la tête, dans la vie de tous les jours. Prenons un exemple, par exemple, un enfant qui
qui a des troubles ou des difficultés avec son attention, il n'en a pas conscience, sinon il ne serait pas en train de faire un programme de neurofeedback. Donc, bien sûr, il faut que le conditionnement opérant puisse modifier les voies cérébrales de l'attention. C'est le but justement de ce premier protocole. Mais il faut ensuite que l'enfant puisse aussi à l'école se rendre compte qu'il puisse lui-même à ce moment-là acquérir une attention. Et comment va-t-il faire? Son cerveau est prêt, mais s'il n'a pas encore associé comment diriger son attention volontairement, comment rester calme sur le plan moteur, donc s'autoréguler par lui-même, si on ne lui apprend pas à le faire dans la vraie vie, c'est-à-dire à l'école, eh bien, on n'aura pas d'incidence sur les résultats scolaires. Or, ce que l'on recherche, c'est non seulement effectivement de développer les capacités au niveau du cerveau en ouvrant de nouvelles voies cérébrales, mais aussi de pouvoir les rendre fonctionnelles et surtout de pouvoir, à partir de là, que l'enfant puisse développer des nouvelles compétences. C'est exactement pareil, je pense que quand on apprend à faire du vélo, si on apprend à faire du vélo et que on nous lâche dès qu'on est un peu, qu'on tient en équilibre uniquement sur le vélo et qu'on ne s'assure pas qu'on est capable de faire le premier kilomètre sans tomber, eh bien, il y a bien des chances que l'on tombe. Donc, il faut pouvoir accompagner cette personne jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment développé de nouvelles compétences. Et là, il faut bien sûr que ce jeune qui fait du vélo consciemment se rende compte de la recherche de son équilibre, de lever la tête du guidon, ne pas rester justement le nez par terre, de prendre confiance dans ses appuis au niveau de ses mains et au niveau de ses pieds, se rendre compte que freiner, c'est pas culbuter par-dessus le vélo. Toutes ces sensations, cette nouvelle perception qui lui est donnée, puisque maintenant il a les moyens cognitifs de pouvoir les utiliser à bon escient, c'est à partir de là qu'il va pouvoir développer ces nouvelles compétences et puis devenir un cycliste comme tout un chacun. C'est assez intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment cette deuxième période que les parents, parce que si on parle des parents bien sûr, mais cette deuxième période, les parents adorent. Pourquoi? Parce qu'on fait des tâches. Et donc, durant les séances d'entraînement neurofeedback, le coach va demander souvent aux parents, mais si votre enfant a des tables de multiplication à apprendre, du français, des dictées, ou peu importe, s'il y a des devoirs, donc ils vont les faire durant la séance d'entraînement, justement pour se rendre compte quand il décroche. L'enfant qui a de la difficulté à faire ses devoirs, il n'en a pas conscience, il trouve que c'est difficile, il n'y arrive pas. Et les parents, ça ne sert à rien de crier après les enfants, ça ne sert à rien de crier. Vous perdez patience, c'est normal, vous avez votre journée de travail, mais informez-vous, il y a du neurofeedback qui peuvent aider ces enfants-là. Donc, ça c'est la beauté et bien sûr, les adultes peuvent faire également différentes tâches pour pouvoir justement prendre conscience ce qui se passe quand ils disent, je ne sais pas, moi je lis un livre et puis je décroche après un paragraphe. Donc souvent on entend ça chez les adultes. Je n'arrive pas, au bout d'une page, les yeux me ferment et j'aimerais bien lire. Et là, c'est parce que justement, ils n'arrivent pas à faire ce transfert et de rester concentrés, donc il y a un décrochage. Un exemple qui peut être encore plus flagrant chez les adultes, c'est par rapport à l'anxiété, par exemple. Il est évident que lorsque quelqu'un est très anxieux et qu'il commence à faire du neurofeedback, on va s'assurer qu'il ne renforce pas son anxiété lorsqu'il est dans la situation d'entraînement. Et pour cela, au démarrage, on peut être très bien amené à lui donner des musiques très douces, une vidéo très, très light, de façon à ce qu'il puisse justement rester même des fois les yeux fermés, pour qu'il puisse suffisamment se détendre pour que la rétroaction musicale amène justement à répondre à ce conditionnement opérant. Mais si on ne faisait que ça, eh bien dans la vie de tous les jours, même si dans le silence du cabinet, il arrivait à bien maîtriser son anxiété, dès qu'il va se retrouver dans une situation à laquelle il est confronté quand il déclenche par exemple des crises de panique ou des crises d'anxiété, etc., eh bien on n'aurait pas beaucoup avancé. Donc c'est pour ça que, comme tu le dis, cette période de transfert est si importante, et à partir de là, il n'est plus question, bien sûr, d'entraîner la personne les yeux fermés, en lui mettant une petite vidéo tranquille. Il faut à ce moment-là, une fois qu'elle va avoir compris
comment elle peut maîtriser ces ondes cérébrales qui correspondent à ce comportement qui ne déclenche pas d'anxiété, rendre ces réseaux beaucoup plus robustes en l'exposant quelque part à, bien sûr tout doucement, et c'est ça vraiment l'art du coaching, il ne faut pas faire de la surexposition, sinon bien sûr, si ce n'est pas assez consolidé, ça va redéclencher des crises d'anxiété, mais avec beaucoup de subtilité, de pouvoir amener la personne à être exposée à des situations anxieuses et qu'elle se rende compte elle-même qu'elle a de plus en plus de capacité à garder son calme et sa quiétude à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est vraiment le processus de l'accompagnement en tant que tel. Et bien entendu, il n'y a pas de processus d'accompagnement qui passe donc de la normalisation à la généralisation sans suivi avec le G quantitatif. En fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que en même temps que ces progrès cliniques, c'est-à-dire observables, dans la vie de tous les jours, vont être rapportés par la personne et son environnement, en même temps, on va pouvoir mesurer l'évolution de cette autorégulation au niveau de son cerveau, grâce justement à cet EEG quantitatif avec les progrès fulgurants qui ont été faits ces 20 dernières années avec les bases de données normatives. Hein, et ça va nous permettre de savoir à quel moment il faut arrêter, mais ce n'est pas parce qu'on arrête que le programme est fini. Et c'est ça aussi qui souvent est mal compris ou même pas du tout adressé correctement, c'est-à-dire qu'une fois que le programme est terminé, il y a ce qu'on appelle la phase de consolidation. Évidemment, si le cerveau est habitué maintenant à pouvoir mieux fonctionner et donc que des nouveaux comportements se mettent en place, il reste encore du chemin à faire. Si on prend un enfant dyslexique, par exemple, qui n'avait pas du tout l'accès à la lecture et qui avait accumulé des retards, puisque malheureusement, souvent, on agit avec ces techniques quand l'enfant a déjà 2-3 ans de difficultés scolaires déjà avérées derrière lui, eh bien entendu, même si on lui donne les moyens de lire, il faut qu'il réapprenne à aimer la lecture. Et ça prend quand même un certain temps pour pouvoir aimer la lecture. Donc, si on peut justement conduire l'enfant, et bien sûr par non seulement l'accompagnement du coach, mais peut-être d'autres personnes, déjà la famille, parce que je pense que c'est la famille la plus concernée par, on va dire, faire naître cette motivation de la découverte et ce plaisir de la découverte à l'enfant à travers la lecture, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où vraiment, par neuroplasticité, les réseaux neuronaux de la lecture vont se développer et pour peut-être retrouver, au bout du compte, et on l'espère, des réseaux neuronaux d'un normolecteur. Voilà, et ça, cette période de consolidation, elle va durer quelques mois que nous pourrons vérifier au bout de 6 mois, 8 mois, si c'est nécessaire, voir si effectivement il y a des progrès encore qui se sont faits. Oui, puis bon, ce que tu viens de dire, c'est évidemment, lorsqu'un enfant débute un programme en neurofeedback, c'est une alliance. Déjà, c'est une alliance entre les parents, la famille, donc la fratrie, l'enfant qui vient faire un programme de neurofeedback. Et bien sûr, cette alliance se fait également avec le coach, donc l'entraîneur en neurofeedback. Donc, c'est vraiment une alliance parce que il n'y a pas de toute façon de programme d'entraînement en neurofeedback si cette alliance n'est pas bien positionnée et que tout le monde puisse aller dans la même direction. C'est pas... Oui, d'ailleurs, je pense que ce sont des domaines que nous aurons le plaisir d'aborder ensemble dans d'autres vidéos parce que on ne peut pas prendre un enfant dans un programme de neurofeedback sans concerner au premier chef la cellule familiale. Donc la fratrie, comme je viens de le dire, et bien sûr les parents, les grands-parents et tous ceux qui ont justement des figures parentales auprès de l'enfant. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des problèmes majeurs dans la prise en charge, on va dire, d'un enfant qui vient pour des difficultés. Parce que lorsqu'on parle de difficultés d'apprentissage, n'oublions pas qu'on se pose toujours la question. Est-ce que ce sont les difficultés d'apprentissage qui font naître et qui font apparaître des difficultés comportementales, que ce soit au niveau de l'anxiété, au niveau de l'opposition, au niveau de d'autres difficultés comme l'estime de soi, etc. Ou est-ce que c'est à l'inverse
d'autres facteurs extrinsèques qui entraînent une anxiété chez l'enfant et qui lui empêchent de développer ses apprentissages. Donc, on est toujours dans une situation, il faut savoir se poser la question, et là, c'est vraiment la richesse de l'accompagnant de développer un sens clinique où il doit prendre tout son temps pour explorer le plus possible, le mieux possible, l'état justement de cette cellule familiale au complet avant de mener à bien un programme de neurofeedback. Bon, mais c'est super, super intéressant. Écoutez, on pourrait en parler. C'est évident. On adore ça. On en échange des heures et des heures ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est un sujet passionnant. Après toutes ces années, tous les programmes que nous avons réalisés à notre centre, tous les gens qu'on a aidés et aujourd'hui de voir tous ces professionnels qu'on accompagne, bien sûr, avec Brandon, c'est un bonheur. Et avec tout ce qu'on était en train de dire, donc, parce que c'est quand même un bonus qu'on vous a dit par rapport à le rôle, l'importance du rôle du coach. Mais il faut quand même le dire, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, on était avec notre groupe parce qu'on a un groupe d'accompagnement. C'est un groupe d'accompagnement, ce sont donc des participants qui ont fait le niveau 1 en neurofeedback et bien sûr qui veulent aller plus loin. Donc on les accompagne dans un groupe vraiment où on échange avec eux. Il y a du coaching, il y a des masterclass, il y a le programme donc pour enrichir, donc qui est un programme plus avancé. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut Neurosciences. Vous avez une carte avec une codification. Donc, vous avez déjà tous ceux qui ont fait le niveau 1. Et bien sûr, vous avez une distinction pour les gens qui font partie de ce groupe d'accompagnement. Et on avait une masterclass sur la performance, puis on parlait justement la performance. Est-ce que la performance, on peut aider les gens, que ce soit dans le monde du sport, dans les cadres d'entreprise, la performance en famille, je veux dire, d'être de bons parents, c'est pas toujours évident. Et la performance aujourd'hui, elle est partout. Ce n'est pas uniquement dans le sport, c'est au travail, c'est même les enfants. On parle de performance à l'école, à tous les niveaux. Et est-ce que pour terminer, tu peux nous en parler 2 minutes, la performance Rapidement, c'est certain que la recherche de performance est liée au contexte dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, on sait à quel point on ne peut plus prétendre échapper aux révolutions successives qu'on vient de connaître depuis 20 ans. La révolution du numérique, la révolution des neurosciences, toutes ces révolutions technologiques qui ont complètement modifié aussi bien les conditions du travail chez l'adulte et bien sûr par conséquence les conditions de tout ce qui est processus d'apprentissage académique. Donc effectivement, il n'y a pas que le sport dans lequel il faut être performant. N'importe quel travailleur aujourd'hui est appelé à changer plusieurs fois, des fois même d'emploi dans sa vie, parce que les technologies changent, donc les processus d'apprentissage doivent se renouveler, deviennent de plus en plus reliés à des fonctions cognitives et beaucoup moins, comme dans le temps, à des fonctions purement motrices ou manuelles. Donc on est de plus en plus exposé à soumis à avoir un cerveau qui fonctionne le mieux possible. Donc si vous voulez, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo sur cet excellent sujet de la performance dans le domaine du sport, de la créativité artistique, du milieu du travail, dans tous les milieux. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci Joël pour ce partage. Écoutez, merci à vous d'être là. Merci de nous avoir suivis. Donc, les 4 précédentes vidéos. Aujourd'hui, on avait le goût de vous partager ce moment, donc qui est toujours un moment agréable. Et bien sûr, si vous trouvez que cette vidéo elle a de la valeur, mais n'hésitez pas, partagez-les autour de vous, partagez à vos contacts, taguez quelqu'un pour dire est-ce que tu as vu ça, ça serait peut-être intéressant pour toi. On ne sait pas qui on peut aider, on ne sait pas qui peut avoir besoin du neurofeedback, mais évidemment, vous savez que le neurofeedback est une méthode qui permet justement d'entraîner le cerveau pour pouvoir
ben, allégé et voyager plus léger. Hein? Je dirais ça comme ça, voyager plus léger d'une façon globale. Hein? Alors, si vous avez des questions, ben, vous avez juste en bas donc, de cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois, posez-nous toutes vos questions. Nous allons prendre le temps, bien sûr, de vous répondre. Je vais vous replacer le lien pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de télécharger le livre blanc en neurofeedback. Alors, c'est un livre qui est super bien fait. Je ne veux quand même pas vanter Joël, mais il est quand même bien fait. Un bel historique dedans. Il vous explique comment, encore une fois, la séance de neurofeedback se déroule. Vous avez énormément d'informations et bien sûr, avec les 4 vidéos qu'on vous a partagées la semaine dernière, qui complète dans le fond, ou du moins le livre blanc complète, ou bien vous allez avoir, là, vous allez faire des liens facilement. Alors, d'ici ce temps-là, donc d'ici à la prochaine vidéo, on vous souhaite une très, très belle fin de journée. Merci encore une fois de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Merci.